Votre groupe, ainsi que le groupe de la France Insoumise, a visité plus de 10 fois M. Georges Ibrahim Abdallah, condamné définitivement pour crime à perpétuité pour assassinat. J'ai 17 visites de parlementaires. Ce jour-là, dans l'hémicycle, le ton est monté d'un cran. L'affaire Sarkozy a franchi les murs du tribunal pour s'inviter au cœur du débat parlementaire. Benjamin Lucas, le regard dur et la voix tendue, a pris la parole pour accuser, frontalement. Selon lui, la République vacille lorsque ses dirigeants pactisent avec ceux qui ont trahi la loi. Il dénonce un système où l'on glorifie un homme condamné, où l'on banalise la corruption d'État, où la justice devient une cible politique. Et puis vient la réponse, sèche, mesurée, presque technocratique de Gérald Darmanin, qui tente de calmer la tempête. Oui, la justice est indépendante, oui, l'État respecte ses institutions, non, Nicolas Sarkozy n'est pas encore condamné définitivement. Mais la tension, déjà, a pris feu. Derrière les échanges de procédures et les mots feutrés, on sent une fracture bien plus profonde, celle entre deux visions de la République. Partout sur la planète, des États-Unis de Trump à la Hongrie d'Orban, nos modèles démocratiques sont mis à l'épreuve. La première digue attaquée, c'est presque toujours la justice, son indépendance, son autorité. En France, cette offensive a depuis plus d'une décennie un visage, celui de Nicolas Sarkozy. À grand renfort de moyens médiatiques et institutionnels puissants, l'ancien chef de l'État mène une opération visant, pour se poser en victime, à attaquer brutalement la légitimité des juges, leur indépendance et leur honnêteté. En lui faisant l'honneur d'être reçu à l'Élysée vendredi dernier, le président Macron s'est fait le relais de cette opération de déstabilisation de l'État de droit. Il a déshonoré sa fonction et trahi sa mission de gardien de nos institutions. Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné pour corruption et condamné à 3 reprises. Et on parle là d'association de malfaiteurs dans une affaire qui révèle des relations troubles avec le dictateur sanguinaire Kadhafi qui a fait couler le sang de 142 compatriotes dans un attentat terroriste. Alors oui, mes chers collègues, l'image de la France s'en trouve dégradée. Non par la mise en cellule d'un ancien président de la République, mais par les actes qui l'y ont précipité. Monsieur le garde des Sceaux, vous hisserez-vous à la hauteur de votre devoir républicain, au-delà de vos sentiments légitimes pour l'homme et même de la compassion pour le repris de justice, et vous réjouir que la France compte encore au rang des démocraties, dont la justice est indépendante et condamne ceux qui doivent l'être sans épargner les puissants? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Lucas, je voudrais d'abord rectifier vos propos. Le président Nicolas Sarkozy n'a pas été condamné définitivement pour les faits pour lesquels il est en prison. Il y a une exécution provisoire qu'il a exécutée. C'est la décision souveraine et indépendante de la justice que nous respectons toutes et tous. Je voudrais simplement, en tant que parlementaire, corriger le fait que quelqu'un qui est condamné définitivement, c'est quelqu'un qui a fait épuiser son appel et sa cassation. Je pense qu'en tant que parlementaire, vous pourriez le souligner. Pour le reste, vous avez parfaitement raison, monsieur le député. La justice est parfaitement indépendante dans notre pays. C'est le cas pour tous les citoyens et Nicolas Sarkozy n'est pas une exception. Mais par ailleurs, il est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime de s'enquérir, comme pour tous les détenus de France. Mais celui-ci, avouez-le, pose des questions plus complexes de sécurité, de sa sécurité. J'ai entendu ici ou là que l'administration pénitentiaire n'était pas visitée par le garde des Sceaux. J'ai fait 2 prisons dans votre département, j'ai pas eu l'honneur de vous y voir malgré 2 propositions de déplacement. Je suis allé à Sequedin, à Maubeuge, à Vendin-le-Vieil, à Arles, à Fresnes, à Lyoncourt, à Villepin, à Condé-sur-Sarthe, à Cayenne, à Baumette, à Borgo, à Saint-Maur, à Nîmes, à Bonneville. Bref, j'en fais 3 par semaine. N'hésitez pas à m'accompagner. Et avec grand plaisir, que ce soit dans votre ancienne région ou dans votre nouvelle, je serai très heureux de vous montrer l'état des régions. Je vous remercie, monsieur le ministre, monsieur le député. Merci madame la présidente. Monsieur le garde des Sceaux, vous êtes décidément bien macroniste, on vous reconnaît bien là. Le en même temps appliqué à Nicolas Sarkozy. On ne peut pas être au Panthéon une semaine et à la Santé l'autre, on ne peut pas glorifier Badinter et piétiner, tergiverser avec l'état de droit la semaine suivante. Monsieur le ministre. Monsieur le député, il est tout à fait normal que dans la séparation des pouvoirs, l'exécutif ou le législatif vienne voir ce qui se passe en prison. Vous ne vous en privez pas d'ailleurs. Votre groupe, ainsi que le groupe de la France Insoumise, a visité plus de 10 fois M. Georges Ibrahim Abdallah, condamné définitivement pour crime à perpétuité pour assassinat. J'ai 17 visites de parlementaires
vous regardiez la condition du détenu, je pense que tous les détenus, qu'on soit parlementaire ou ministre, puissent voir les conditions de détention. Un peu de hauteur, monsieur le député, vous grandirez. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre, le passage à la caisse du supermarché est un véritable calvaire pour le porte-monnaie de nos concitoyens. Nos enseignants sont à bout et les inégalités scolaires demeurent parmi les plus élevées de l'OCDE. 3 millions d'enfants ne partent jamais en vacances. Des milliers de gens crèvent de froid dans la rue ou dans des passoires thermiques. L'ONU nous alerte sur l'accélération du grand réchauffement, bien réel celui-ci. La France est régulièrement condamnée pour ses régressions en matière de liberté ou de droits humains. Mais vous paralysez le débat public, déjà suffisamment englouti sous les thèmes et les termes de l'extrême droite, avec une question: comment durcir encore les conditions d'accès et d'accueil dans notre pays? Quel cadeau fait à Marine Le Pen? Peu importe si vous savez au fond que vous ne pouvez rien faire en réalité contre un phénomène humain, la migration, qui existait avant vous et qui existera après. Vous ne pouvez et vous ne pourrez rien de plus que vos 29 prédécesseurs qui ont produit 29 lois sur le sujet en 40 ans. Ces 29 lois, monsieur le ministre de l'Intérieur, et la 30e ne fera pas exception, n'auront eu que 2 effets. Plus d'argent dans la poche des passeurs, qui indexent directement leurs tarifs sur les difficultés à passer nos frontières, et plus de cadavres qui flottent en mer de Méditerranée ou qui gèlent dans les Alpes. Peu importe pour vous si la majorité des migrations se font entre pays du Sud, anéantissant le grand délire de submersion migratoire. Peu importe pour vous si aucune étude statistique, aucune réalité historique, aucun fait ne vient accréditer l'hypothèse de potentiel appel d'air avec des politiques plus inclusives. Peu importe pour vous si la part des étrangers en France est globalement stable dans notre pays depuis des années. Peu importe pour vous si des milliers de gens honnêtes vivent, travaillent, aiment, enrichissent notre pays chaque jour sans papier. Ne parlez pas de votre article 3 préalable, mieux que rien, mais presque rien. Peu importe pour vous les valeurs qui fondent la République et sa devise qui consacre la fraternité. Peu importe pour vous notre histoire, faite de transformation et de migration. Peu importe pour vous si, avec ce texte, vous abîmez l'image de la France dans le monde, son rayonnement avec un signal de repli et de rabougrissement. Peu importe pour vous si les étudiants étrangers repartent quasi tous dans leur pays d'origine après leurs études et n'ont rien à faire dans les statistiques de l'immigration. Peu importe pour vous si la vraie urgence, c'est de mettre des moyens sur l'inclusion, sur l'hébergement, sur la protection des mineurs pour garantir la dignité de toutes et de tous. Peu importe pour vous tout cela, vous voulez votre loi à tel point que vous sacrifiez votre promesse d'équilibre, mal en point dès le texte initial, à toutes les compromissions avec la droite radicalisée, donnant votre blanc-seing pour faire entrer par pans entiers le programme de Marine Le Pen et de son père dans la loi. On l'a vu avec l'avis de la mal nommée sagesse donnée par le gouvernement sur la suppression de l'aide médicale d'État. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous pouvez encore, je le crois, éteindre l'incendie que vous avez vous-même allumé, puisque vous nous promettiez il y a plus d'1 an, ce texte a connu un parcours chaotique, vous nous promettiez 2 choses, un équilibre et une majorité. L'équilibre, il n'est visiblement pas au rendez-vous, j'entends ici les paroles des uns et des autres. Et la majorité, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas à tel point que vous avez été obligé de vous rallier sur bien des aspects, je le dis, opposition de la droite radicalisée au Sénat, et que vous serez obligé, compte tenu de cette absence de majorité, d'entamer avec elle ici un marchandage mortifère sur le dos de l'état de droit, sur le dos des droits des exilés et sur le dos de nos principes les plus fondamentaux. Vous pouvez encore, monsieur le ministre de l'Intérieur, apaiser notre pays, suspendre cette folle surenchère vers l'abîme en suspendant l'examen de ce texte et en nous permettant de retrouver des vrais débats sur les vraies préoccupations des Françaises et des Français pour leur pouvoir d'achat, pour la dignité, pour l'inclusion et pour l'intégration. Voilà ce que sera la boussole des écologistes dans ce débat, monsieur le ministre, pour faire autre chose des exilés que des menaces ou des variables d'ajustements économiques. Il n'y a pas eu d'éclat de voix violent, pas d'injures, pas de coups de poing sur les pupitres. Et pourtant, tout y était, la colère, le mépris, la rancune politique. Ce débat, qui devait porter sur un principe de droit, s'est transformé en un miroir tendu à la classe politique française. D'un côté, Benjamin Lucas, indigné, dénonçant l'effritement moral du pouvoir, de l'autre, Gérald Darmanin, fidèle en même temps macroniste, défendant la légalité tout en évitant le fond. L'échange, sous son apparente civilité, était d'une brutalité rare. 2 langages s'opposaient, celui de la morale et celui du pouvoir.
Ce moment dit tout de l'époque, une France où les anciens présidents vont en prison pendant que les nouveaux se félicitent de la solidité des institutions. Une France qui célèbre l'état de droit mais qui ferme les yeux sur les réseaux, les amitiés, les arrangements de couloir. Une France qui condamne et glorifie dans la même phrase. Benjamin Lucas n'a pas seulement visé Sarkozy, il a visé la compromission du système tout entier, cette mécanique du silence qui protège toujours les mêmes visages, les mêmes cercles, les mêmes privilèges. Et face à lui, Gérald Darmanin n'a pas cherché à nier, mais à relativiser, à encadrer, à apaiser, comme si la gravité du sujet pouvait être diluée dans la forme institutionnelle. Un peu de hauteur, monsieur le député, vous grandirez, lui a-t-il lancé, avec ce ton paternaliste qui résume la verticalité du pouvoir macroniste, une France gouvernée d'en haut, qui parle de droit quand on parle de morale, qui invoque la justice quand on évoque la décence. Ce face-à-face ne portait pas seulement sur Sarkozy. Il portait sur la manière dont la France regarde ses propres fautes. Peut-on encore parler d'exemplarité quand le pouvoir reçoit à l'Élysée un homme condamné pour corruption? Peut-on encore parler de séparation des pouvoirs quand les symboles républicains sont ainsi piétinés? Le malaise est là, tangible, politique, moral. Et l'échange entre Lucas et Darmanin en devient la métaphore parfaite, un pays fracturé entre ceux qui veulent sauver l'honneur de la République et ceux qui s'emploient à en préserver les apparences. Dans cette tension feutrée, la vérité surgit, la justice, en France, n'est pas attaquée par ses ennemis déclarés, mais par les compromissions de ses propres serviteurs. Et ce jour-là, dans l'enceinte du Parlement, ce n'est pas seulement un débat qu'on a entendu, mais un cri sur celui d'une démocratie qui se regarde tomber avec élégance.